Radio Côte d'Ivoire, de grands moments à chaque instant. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Bintou Sanogo. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Santé Plurielle. Nous sommes toujours dans la lutte contre le Covid-19. Aujourd'hui, 3 intervenants dans ce studio. Nous parlons du rôle de la société civile dans la lutte contre le Covid-19. Nous avons donc 2 structures en place, même s'il y a une structure qui est représentée par 2 personnes. Donc, nous parlerons dans un premier temps avec la FEMAGESI, qui est représentée ici par son président national, en la personne de M. Emmanuel Niamké. Bonjour, Président. Bonjour, Bintou. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Ben oui, moi, ça va, super bien. Super. Et puis, vous êtes avec la responsable à la communication de la FEMAGESI et superviseur général du projet Comme Veille FEMAGESI Covid-19, Miss Christelle Madou. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et puis, lui, vous le connaissez, ça fait un moment. Il est tout le temps avec nous depuis des années. Monsieur Kamaraté Mamadou, président de l'ONG Le Flambeau, bonjour. C'est ça. Bonjour, Bintou. Comment allez-vous? Très bien. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Bintou. Alors, nous sommes toujours dans la lutte et on veut voir un peu au niveau des différentes organisations ce qui est fait. Et l'ONG Le Flambeau a commencé depuis plusieurs mois déjà. Bien sûr. Depuis les premiers cas, vous avez pris votre bâton de pèlerin. Bien sûr. Mais nous allons parler avec la FEMAGESI. Les auditeurs sont à l'écoute. Ils veulent savoir ce que c'est que la FEMAGESI, mieux comprendre les objectifs et tout, avant de pouvoir voir un peu ce que vous faites. Parce que je vois que vous êtes beaucoup dans cette lutte. J'ai vu un peu sur votre page Facebook, vous faites beaucoup d'activités. Mais l'équipe du jour est composée de Clémence Cole et Bintou Sanogo. Je vais encore me tourner vers M. Niamké. Alors, président national de la FEMAGESI, expliquez aux auditeurs, qu'est-ce que c'est que la FEMAGESI? Merci bien. Il faut dire que la FEMAGESI, c'est la Fédération des mouvements et associations de jeunesse et d'enfance de Côte d'Ivoire. En abrégé, donc, FEMAGESI. Elle a été créée depuis 1961. Donc, c'est la première fêtière d'organisation de jeunesse en termes de peut-être date de création. Voilà. Oui. Donc, c'est de là que sont partis... Donc, depuis 1961? Oui, tout à fait. Là. Donc, c'est de là que sont partis les autres organisations, les autres fêtières de jeunesse. Aujourd'hui, il y a 7 fêtières de jeunesse qui sont officiellement sous coupole du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Et la FEMAGESI en fait partie. Oui. Et donc, nous travaillons de concert avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse, qui est notre tutelle. Oui. Et elle est constituée aujourd'hui d'une vingtaine de structures membres très actives, qui sont toutes des organisations nationales de jeunesse. Je ne pourrais pas les citer toutes ici, mais si vous me le permettez, je pourrais citer quelques-unes que vous connaissez. Allez-y. Il y a la GEC Côte d'Ivoire, il y a l'AEMC, l'AUSEC, l'ACEPSI et l'AGEMS, qui sont des organisations de jeunesse que nous connaissons presque tous. Voilà. Et donc, ce sont ces structures-là qui sont les structures membres de la FEMAGESI. Alors, comme la FEMAGESI est une fêtière, donc elle est plutôt chargée de fédérer les actions de ces structures nationales de jeunesse. D'accord. Au sein de la FEMAGESI, en plus de ces associations structures nationales, il y a également des ONG, mais qui sont toutes, des organisations qui militent en faveur des causes de la jeunesse. Oui. Voilà, donc nous sommes beaucoup plus focus sur la mobilisation des ressources pour ces organisations de jeunesse. Oui. Nous sommes beaucoup focalisés également sur le développement communautaire et le renforcement des capacités de ces organisations membres et même des jeunes, des renforcements des capacités des jeunes. Et enfin, nous faisons le lobbying et le plaidoyer auprès des autorités. Donc, nous servons d'interface en un premier temps entre ces structures et le ministère de la Jeunesse, mais bien également, nous sommes également leur porte-voix auprès des autres institutions nationales et internationales. D'accord. En tout cas, un large tour d'horizon quant à la présentation de la FEMAGESI. On en sait davantage sur cette grande structure. Donc, depuis 1961, alors là, c'est sûr qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas encore nés. Oui, pas moi d'ailleurs. Parce que juste après, c'est-à-dire un an
après l'accession à l'indépendance de notre pays. Personne sur le plateau était né. Il faut dire que la FEMAGECI aussi a connu ou a fait de grands hommes. Il y a le professeur Amoy Hubert, Ngouan Patrick et tout cela qui sont même passés à la convention de la société civile, qui sont des membres fondateurs de la convention de la société civile, qui ont dirigé la FEMAGECI en son temps. D'accord, ok. Merci beaucoup en tout cas, Président, pour cette très brillante présentation. Quant aux activités, puisque vous fédérez, vous ne faites pas directement la mise en œuvre. Ce sont vos organisations membres qui font la mise en œuvre. Tout à fait. Voilà. Toutefois, il y a une cellule en notre sein, au sein du Bureau exécutif national, qui est chargée de réfléchir à certains projets, toujours pour les jeunes. Et donc, pour la mise en œuvre, cette cellule-là s'appuie sur les structures des membres existantes. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Miss Madou veut ajouter... Ah non. C'est bon? D'accord. Bon. Le président a vraiment tout dit. D'accord. On reviendra à vous tout à l'heure. Monsieur Kamaraté Madou, vous êtes le président de l'ONG Le Flambeau. Bien sûr. Un mot sur l'ONG Le Flambeau avant de rentrer dans le vif du sujet? Bon, l'ONG Le Flambeau, c'est une structure, une ONG d'abord, qui milite dans le domaine de la santé. Voilà, nous sommes installés avec la permission des autorités sanitaires. Nous sommes installés au CAT d'Adjamé, qui est le plus grand CAT d'ailleurs de la Côte d'Ivoire, où nous faisons la prise en charge des tuberculeux fumeurs. Voilà. Et puis, il faut reconnaître que depuis l'avènement du coronavirus, voilà, nous ne faisons que travailler, sensibiliser, et toujours, nous le faisions, la sensibilisation, nous la faisions bien avant l'arrivée du Covid-19, parce que ça tire un peu sur la tuberculose, vous voyez. Donc, jusqu'à présent, c'est ce que nous faisons. D'accord. Merci beaucoup. Ça, c'était juste pour rafraîchir bien sûr. La mémoire. Sinon, les auditeurs vous connaissent depuis. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Depuis donc l'apparition des premiers cas dans notre pays, depuis le mois de mars, tout le monde s'est levé. Franchement, il faut saluer l'action de tout le monde. Quand je dis tout le monde, je parle en dehors de l'État. Sinon, l'État a le lead de la lutte. Mais les organisations de la société civile ne sont pas restées en marge des actions gouvernementales. Elles accompagnent donc tout ce que l'État fait. Voilà, donc chacune des organisations à son propre niveau a initié une série d'activités pour accompagner tout ce que l'État fait. C'est pourquoi nous recevons plusieurs structures. La semaine dernière, par exemple, on était avec les religieux, on était avec les femmes du vivrier. Aujourd'hui, nous sommes avec les jeunes. Et puis l'ONG Le Flambeau également, qui fait son petit bonhomme de chemin dans la lutte. Donc nous avons décidé de parler au niveau des jeunes. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Président Nyamké. Alors, merci. Je crois que je vais, comme je suis avec ma collaboratrice, si vous me le permettez, je vais lui laisser la parole. Voilà. Je rappelle aux auditeurs qu'elle est la responsable à la communication de la FEMAGECI. Et puis, c'est elle qui supervise de façon générale le projet comme veille FEMAGECI Covid-19. Voilà. Qu'est-ce que c'est, Miss Madou? D'accord. Déjà, je tiens à remercier la Radio Côte d'Ivoire qui, aujourd'hui, nous offre l'opportunité de parler des actions que nous menons sur le terrain. Et déjà, c'est une lucane pour nous de continuer la sensibilisation que nous faisons déjà sur le terrain. Oui. Comme veille FEMAGECI Covid 2019 est le comité de veille de la FEMAGECI pour lutter contre le coronavirus en Côte d'Ivoire. Oui. Alors, nous sommes basés sur 4 axes de travail, à savoir la gestion de l'information. Donc, nous recueillons des données, des informations sur le terrain comme en ligne, qui après sont traitées. Une fois que cette information s'avère factuelle, réelle, elle est relayée. Il y a aussi le volet sensibilisation. Donc l'information recueillie constitue pour nous la base de notre communication. Et nous savons très bien que dans cette crise, la communication est très importante. Alors nous mettons un accent particulier sur la communication, à telle enseigne qu'à tout moment, même à 1h du matin, 23h, notre équipe est toujours en train de travailler, chercher la bonne information, la traiter et la relayer. Il y a aussi l'appui au centre sanitaire communautaire. Nous prévoyons de mener des actions dans la stricte mesure de nos moyens. Oui. Et le soutien aux personnes vulnérables. D'accord. Dans le Grand Abidjan, il y a des zones qui sont vraiment touchées. Et cette semaine même, nous prévoyons faire un don
dans la commune de Bingerville, dans une zone touchée avec des matériels de première nécessité. Donc, de manière succincte et brève, voici un peu ce que nous faisons sur le terrain et en continuant sûrement, on répondra à toutes vos préoccupations ou questions. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour ce brillant exposé sur ce que vous faites à travers les 4 axes, si j'ai bien retenu. Pour les auditeurs, on va rentrer un peu dans le détail. Quand on parle de comité de veille, c'est quoi exactement? D'accord. Donc, le comité de veille, c'est une cellule de réflexion d'abord, mais aussi d'opération. Donc, nous sommes constitués en 4 aussi commissions. D'accord. Donc, il y a la commission logistique qui mobilise tout ce qui est matériel logistique pour une mission sur le terrain, comme c'est qu'on fera cette semaine. Oui. Il y a aussi la commission relations extérieures. Avant d'aller sur le terrain, cette entité est chargée de faire la mise en relation avec les personnes cibles, que ce soit les autorités de la localité. Oui. Et il y a la commission technique et administrative qui est chargée de rédiger tous nos documents administratifs, les rapports, les missions que nous faisons, les rapports, les documents, les courriers, tout ça. Et en dernier lieu, le cœur même de notre activité, la commission sensibilisation et communication, qui fait toutes les publications, qui réfléchit sur les différents tests, qui fait la veille informationnelle. Donc, au sein même de la commission communication, nous avons 3 sous-commissions. D'accord. La première sous-commission, c'est la veille informationnelle. Donc, chercher, veiller à tout ce qu'on reçoit comme information et vérifier à travers des sources fiables, que ce soit des sites officiels de nos gouvernements. Bien sûr, de notre gouvernement. Voilà. Et aussi, au-delà de ça, des liens et pour vérifier toute cette information. Et une fois que l'information est, comme je le disais tantôt, factuelle, réelle, elle est relayée. Il y a aussi la sous-commission rédaction de contenu qui réfléchit aussi au type de test qui est adapté à la population. Parce que la population est déjà stressée et on a besoin aussi d'entendre de bonnes nouvelles qui peuvent rassurer. Donc, il y a cette sous-commission et la dernière sous-commission, la commission qui se charge de rédiger tous nos créas, toutes nos vidéos. D'accord. Donc, à ce jour, au niveau du comité de veille, nous totalisons... Déjà, je signale que ça fait 2 semaines que nous travaillons, que nous sommes sur le terrain. Oui. Nous totalisons 49 publications sur Internet et 23 664 personnes atteintes via nos différents canaux de communication et 262 partages. D'accord. Et nous continuons toujours le travail. Ok. On sait que votre cible, c'est la jeunesse. Moi, je vois souvent des spots, actuellement même, où on parle de faux sons qui sont véhiculés ça et là, mais comment lever justement l'équivoque de tout ça, comment donner l'information vraie. Alors, vous avez dit que quand vous recoupez les informations, vous les traitez. Alors, cela se passe comment? Parce qu'il y a beaucoup de fake news aussi qui circulent, il y a beaucoup de choses. Alors, comment pouvez-vous recenser tout ça, les traiter et puis les mettre à la disposition des jeunes pour dire, bon, voici la vraie information et tout. Comment vous faites cela? D'accord, je vais passer le mot là. Ok, merci beaucoup. Je pense que ce sont des questions très importantes et qui permettront aussi à nos auditeurs de comprendre un peu comment est-ce que nous fonctionnons. Oui. Il faudrait ajouter à ce que ma collaboratrice vient de dire, il faudrait ajouter que nous sommes une 60aine de jeunes bénévoles qui venons un peu de partout, pas seulement à Abidjan, de l'intérieur, Boaké, Daloa et autres. Et nous ne nous connaissons même pas tous vraiment. D'accord. Mais lorsque l'initiative a été lancée sur notre plateforme, immédiatement, de façon vraiment très spontanée, ces jeunes ont répondu à l'appel. Il y en avait bien plus, mais nous nous sommes limités à ce nombre pour un démarrage, pour nous permettre aussi de mieux maîtriser ce que nous faisons. Alors, donc, pour revenir à votre préoccupation, il faut dire que en notre sein, nous avons des bénévoles qui ont reçu une formation déjà avec le ministère de la Jeunesse, puisque le ministère de la Jeunesse également a lancé un projet au plan national, recruter 600-700 bénévoles. Et donc, au sein de notre équipe, il y a eu des bénévoles qui ont bénéficié de cette formation. Donc, la formation a été restituée comme il se doit au sein de notre comité.
et bien plus, nous avons été en contact avec la direction de la communication du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour nous fournir d'autres rudiments qui nous ont permis d'être assez outillés en matière de traitement de l'information, surtout pour la circonstance. Et nous avons, heureusement aussi en notre sein, parmi nos bénévoles, des spécialistes de la communication, du traitement de l'information. Et voilà, donc c'est vraiment une équipe qui a pu, heureusement, je pourrais le dire, et qui a pu bénéficier des éléments essentiels dont on avait besoin pour pouvoir traiter les informations comme il se doit. D'accord. Et donc, ça fait que quand nous recevons les informations, surtout les fake news, parce que ça, ça fait partie des éléments véritablement sur lesquels nous travaillons. Les fake news, nous sommes sans ignorer jusqu'à quel point cela détruit beaucoup les jeunes. Absolument. Donc, toutefois que nous avons une information, automatiquement, nous, comme elle a dit tout à l'heure, Chris Mado, nous chargeons de vérifier si l'information est authentique, si elle est vraie. Nous avons donc plusieurs manières de vérifier ces informations-là. Alors, peut-être la petite parenthèse que je vais ouvrir, comme nous sommes structurés, organisés en commission et en sous-commission, donc les tâches sont bien définies pour ne pas que tout le monde fasse la même chose et tout le monde s'y puise. Pour ne pas aller dans tous les sens. Merci, pour ne pas aller dans tous les sens, effectivement. Et parce que là, il y a une urgence sanitaire. C'est une urgence sanitaire. Tout à fait. Voilà. Et il y a un relais aussi qui est fait au sein même des sous-comités, de sorte que, on peut dire pour ces 2 jours, vous, tel, vous faites, voici vos tâches spécifiques et les autres font autre chose. Et après, les autres reviennent, donc il y a une alternance. Et donc, quand ces informations sont reçues, automatiquement, la lettre est donnée et les autres entités se mettent en même temps au travail. Et comme nous avons des contacts, que ce soit au niveau des différents ministères et tout cela, donc nous appelons aussi pour vérifier des informations lorsque nous n'avons pas la source de l'information qui nous est parvenue. Donc voici un peu comment est-ce que nous faisons là. Je peux vous assurer que vraiment, nous voulons profiter de cette lucane pour dire bravo à nos jeunes bénévoles, parce que c'est de façon très bénévole qu'ils le font, mais on sent le dynamisme et l'engouement avec lesquels ces jeunes-là travaillent. Je vous assure que souvent, à 1 heure, à 2 heures, nous nous retrouvons en train de recevoir sur notre plateforme des messages de la part de ces jeunes-là. On s'est dit, mais waouh, mais d'où vient tout ce dynamisme? Et donc, vraiment, ça fait chaud au cœur de voir que les jeunes là sont préoccupés. C'est ce que je disais, c'est l'affaire de tous. Bien sûr. Le gouvernement en premier lieu, mais la population, toutes les organisations, les jeunes, les femmes, tout le monde est engagé. Quand on voit aussi les autres organisations, quand on voit aussi d'autres initiatives de jeunes, et vraiment ces jeunes qui s'impliquent de façon inouïe dans la lutte contre cette pandémie, et nous croyons que vraiment... C'est très bien, président Niamké, parce qu'au début, on avait entendu des faux sons en disant que les jeunes ne sont pas touchés parce qu'ils sont jeunes. Ah non, alors là, ça vraiment. Donc ça fait bien. Alors on va vous retrouver tout à l'heure, Monsieur Camarade Madou. Alors au niveau de le flambeau actuellement, à quel niveau en êtes-vous? Parce que la dernière fois vous avez tracé le lien entre la drogue et le Covid, entre également la tuberculose et le Covid. Alors actuellement, qu'est-ce que vous faites en 2 minutes avant qu'on ne retrouve le flash d'information? Ok, merci beaucoup, Bintou. Actuellement, Traoré, que vous connaissez bien, il est actuellement dans les lieux de consommation de drogue à Yopougon, où il est en train de sensibiliser. Bon, nous avons aussi une équipe au centre antituberculeux, comme je l'ai dit. C'est le plus grand centre antituberculeux de Côte d'Ivoire. Alors, nous avons au sein du centre antituberculeux près de 2000 patients de PVVIH. Vous voyez, c'est très important. Et ce sont des immunodéficients. Ce sont des personnes dont on doit sensibiliser, que nous sensibilisons. J'ai dit d'ailleurs merci à Dr Sirima et son équipe. Nous avons aussi les multirésistants qui font la forme sévère de la tuberculose, qui sont suivis aussi par le docteur Assi et son équipe. Donc voilà, ensemble,
nous essayons d'encadrer ces malades, nous essayons de les sensibiliser. Et que leur dites-vous concrètement? Parce qu'on sait que ce sont des personnes à risque quand même. Bien sûr. Comme les diabétiques, les hypertendus et autres. Vous leur demandez quoi? Nous leur disons d'abord que leur cas est critique. Donc, il faudrait qu'ils se protègent le mieux possible pour ne pas contracter le Covid-19 parce que ça serait vraiment fatal à leur niveau. Ils sont déjà immunodéficients, ils ont déjà des antécédents de maladies. Donc, il ne faudrait pas qu'ils fassent... ils sortent comme ils veulent, ils restent à la maison. Il faut limiter les déplacements, vraiment. Voilà. Et puis prendre correctement son traitement aussi. Justement. Avec les bailleurs et le personnel sanitaire, ils ont déjà trouvé des palliatifs en leur donnant des médicaments sur plusieurs mois. Oh. Oui, ça c'est déjà bien. Ça ne va pas les permettre de sortir, mais il y a aussi un problème qui est toujours mis sur table, c'est les moyens. Les moyens pour se nourrir, parce que là aussi, c'est un souci. Et jusqu'à présent, au niveau aussi du centre antituberculeux, nous n'avons pas eu de dons de bavettes, de trucs. Bon, vraiment, il faudrait qu'on pense aussi au centre antituberculeux. D'accord. C'est bien noté, M. Kamaraté Mamadou. M. Niamke, Miss Madou, vous restez avec nous. On va juste marquer une pause et on va se retrouver dans quelques instants. Clémence Cole, quand tu veux. Info. Magazine, sport, détente, divertissement, débat, humour, culture, talk show. Sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Et le sport. Radio Côte d'Ivoire, toujours au cœur de l'événement. Bintou Sanogo. Merci beaucoup Clémence Cole. Bienvenue chers auditeurs à la deuxième partie de notre émission. Nous parlons ce matin du rôle des organisations de la société civile face au Covid-19. Nous avons 2 structures en place, la FEMAGECI et puis l'ONG Le Flambeau. Alors, vous aurez l'occasion d'interagir avec nos invités dans quelques minutes au 20 21 44 48. 20 24 27 87. Alors, président Niamke, président Kamaraté, Miss Madou, on revient à vous. On va d'abord, dans un premier temps, aller avec la FEMAGECI. Alors, avec toutes ces stratégies mises en place pour toucher les jeunes, est-ce que vous avez un retour? Oui. De la part des jeunes eux-mêmes? Bien sûr. Comment réagissent-ils? Alors, le premier retour que nous avons, c'est d'abord le fait que ces jeunes-là nous contactent inbox après pour d'abord, ils sont impressionnés par l'action que nous faisons et qui disent « Ah, mais comment est-ce que nous pouvons nous aussi apporter notre contribution à ce qui se fait ?» Donc ça, c'est le premier retour. Ça, c'est déjà encourageant. Très bien. Eux-mêmes, ils veulent apporter leur contribution. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y en a qui, je sais pas si je peux dire malheureusement ou heureusement, mais qui ne sont pas sur Abidjan. D'accord. Et donc, quand c'est comme ça, nous leur signifions simplement que vous n'avez pas besoin d'être à Abidjan puisque la majeure partie du travail qui est fait se fait à distance. Donc, c'est le télétravail que nous privilégions. Donc, nous essayons de les orienter. J'allais dire, actuellement, c'est difficile de se déplacer. Ah non, on se retrouve même pas. Tout ce que nous faisons, on se retrouve lorsqu'il s'agit de mener des actions terrain. Ok. Sinon, tout le travail... Comme par exemple l'action des Benjerville. Exactement. Là, vous allez vous Ou bien quand nous avons des rencontres avec les institutions, avec certains ministères et autres. Sinon, tout se fait via le télétravail. Enfin, c'est via l'Internet. D'accord. Alors, l'autre retour, c'est que au départ, il y avait beaucoup de jeunes qui disaient, comme on le dit, les faux sons, qui disaient, écoutez, ça c'est une histoire inventée des Blancs, et nous on est en Afrique, il y a la chaleur, donc voilà, toutes sortes de faux sons, franchement, voilà, qu'on a pu entendre. Mais à force d'insister, comme on est jeune, on a encore la force, on est vigoureux, et tout cela, ils se disent qu'on est en Afrique, donc nous on a nos portions, il suffit de boire telle décoction. Très bien. On a décimé même les arbres ici récemment. Les feuilles des Nîmes. Les Nîmes ont souffert.
Mais on a compris que voilà, l'impact que nous avons pu mesurer, c'est que à force d'insister, il y a certains messages qui venaient, avec insistance, ces messages-là revenaient. Et donc, en fin de compte, certains parmi eux nous ont contactés pour dire « Ah, mais attention, apparemment, votre histoire, là, c'est sérieux. Hein. » Et donc, quand c'est comme ça, nous comprenons que ce sont des gens qui commencent à être réceptifs. Oui. Et donc, ça fait une lucarne qui est ouverte et qui... Enfin, nous profitons simplement de cette lucarne-là pour leur parler véritablement de la chose, de leur faire comprendre que c'est sérieux. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça fait partie un peu des retours que nous avons au niveau des... Mais Président, pour être plus pratique, puisque nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission, si vous êtes en face des jeunes, faites en situation réelle, c'est vrai que c'est via les réseaux sociaux. Dites-nous un peu le message. Quel est le message que vous leur véhiculez? D'abord, faites comme s'ils sont en face de vous, bien ils sont en train de vous suivre en ligne. Le Covid-19 est très sérieux. C'est une menace aujourd'hui mondiale. Et la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Et les jeunes, encore moins les jeunes que nous sommes, nous devons prendre cette affaire-là au sérieux et simplement appliquer les mesures barrières, les consignes dictées par nos autorités sanitaires et même l'OMS. Oui. La bonne nouvelle, c'est que si nous respectons ces mesures barrières-là, alors nous avons de fortes chances d'abord de ne pas contracter la maladie, mais bien mieux d'être des vecteurs de lutte contre cette maladie. La bonne nouvelle, c'est que si nous restons chez nous et que nous ne sortons que lorsque c'est nécessaire, nous limitons les risques de propagation de cette maladie. Donc, faisons tous cette histoire, cette lutte, afin qu'ensemble nous puissions bouter hors de nos frontières cette pandémie. Merci beaucoup, Président. Vraiment, moi, étant un jeune, j'écoute ça, franchement. J'ai tout le message à ma possession. C'est ça. Comment faire pour limiter vraiment la propagation, comment me protéger, moi-même protéger les autres. Et donc, j'agirai en conséquence. Merci beaucoup pour la pertinence du message. Alors, donnez-nous quelques faux sons que vous avez pu rattraper. Faux sons. Je suis jeune. J'ai un organisme valide. Le Covid ne peut rien contre moi. Je suis en Afrique, il fait chaud, le Covid, c'est pas pour les Noirs, c'est pour les Blancs. Et voilà, parce qu'on nous a dit que c'est une maladie de grippe et tout cela. Et je suis jeune. Et depuis le départ, on nous a fait comprendre que le Covid ne tue que les personnes âgées. Et voilà. Et les personnes très malades. Voilà, donc ça, ce sont des faux sons et on a pu rattraper, voilà, avec les messages, puisque on a différents types de messages que nous faisons passer. Il y a les flash news, flash info, il y a la bonne info, les bons gestes, et voilà, et tout cela. Donc, avec les types de messages que nous passons, donc ça arrive, on arrive quand même, on ne dit pas que nous arrivons à tel, non, mais on arrive quand même à faire un peu. Ce qui est sûr, c'est la sensibilisation, c'est un processus, on n'a pas dit dès que l'information passe en même temps. Voilà, et ce qui est satisfaisant dans tout ça, c'est que, vous savez, au départ, quand on parlait de cette situation, il y a beaucoup qui disaient, il y en a qui politisaient, il y en a qui disaient, bon, enfin, il y avait toutes sortes d'arguments. Mais vu l'ampleur que les choses ont commencé à prendre, au fur et à mesure que nous travaillons, c'est même là on commençait à changer de langage. Vraiment, on dirait que ce que vous aviez dit au départ, là, c'est pas faux, hein. Bon, votre affaire là même, comment ça se passe même? Il s'agit de quoi même, affaire de Covid là? Donc, quand les gens commencent à se poser ce genre de questions, vous comprenez que ça commence à les intéresser. Voilà, donc on profite et on frappe. D'accord. Ok. Merci, Président. Merci, Miss Madou. Je pense que tout à l'heure, vous pourrez répondre aux questions des intervenants. Alors, chers auditeurs, avant de retrouver M. Camaraté, je souhaiterais vous dire que le téléphone est mis à votre disposition. Nous sommes donc au 20 21 44 48. 20 24 27 87, même si vous n'êtes pas forcément un jeune, que vous avez suivi l'intervention de nos jeunes qui sont avec nous, vous pourrez appeler pour donner aussi peut-être quelques suggestions, pour faire quelques suggestions, votre contribution, pourquoi pas.
Vous êtes les bienvenus. Donc, nous sommes au 20 21 44 48, 20 24 27 87. Alors, monsieur Kamaraté. Oui, bientôt. Alors, tout à l'heure, vous avez... donc, depuis tout ce temps, vous êtes passé pour dire que vous n'avez pas encore reçu de matériel. Mais comment vous faites alors avec tous ces malades qui viennent comment vous pouvez les aider aussi, hein? Parce que vous faites passer le message, mais il faut quand même passer à l'acte. Avec Bien sûr, bientôt. Il faut reconnaître que jusqu'à présent, du début des événements jusqu'à aujourd'hui, le centre antituberculeux n'a pas encore reçu de dons. Vous avez fait la demande? Oui, je pense que la demande a été faite. Vous voyez, le programme national de lutte contre la tuberculose est tellement bien structuré que si le programme recevait quand même des dons, on allait dispatcher ça à tous les centres antituberculeux de Côte d'Ivoire. Nous comptons près d'une cinquantaine de centres antituberculeux et puis plus aussi de CDT, de CT, de centres de diagnostic et de traitement de la tuberculose. Oui. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. C'est parce que nous n'avons pas reçu de dons. Il faut reconnaître que il y a des villages, qui ont reçu des dons alors que nous n'avons pas pensé. C'est assez curieux. Je me pose des questions depuis que vous parlez. Ça continue dans ma tête, mais qu'est-ce qui n'a pas marché à ce niveau? Le programme national de lutte contre la tuberculose est au sein même du centre antituberculeux d'Adjamé, vous voyez. Il faut reconnaître aussi que quand on voit les mesures barrières, la Côte d'Ivoire les mesures barrières sont pas nouvelles à la Côte d'Ivoire. À travers le programme national de lutte contre la tuberculose, pour la lutte contre la tuberculose, on avait inculqué ça aux Ivoiriens. Oui. Vous voyez. Et seulement que on prenait pas ça au sérieux. C'est ce qui a fait que chaque fois, il y avait de nouveaux cas de tuberculose. Vous voyez. Aujourd'hui, quand on dit par exemple une fièvre, une forte fièvre, une toux, la tuberculose aussi, ce sont les signes de la tuberculose, la fièvre, la toux, la fatigue générale, le manque d'appétit, l'amaigrissement, l'aménorrhée pour les femmes, c'est-à-dire l'absence de règles sans grossesse. Il y a tout ça. Donc, vous voyez comment est-ce que ça tire sur la tuberculose. Voilà, donc si une lutte véritable devait se mener contre le Covid-19, ça devait passer d'abord par les centres antituberculeux. C'est bien noté, M. Kamaraté. On va prendre déjà Sidibé Nour de Fungolo. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Merci, bonjour Bintou. Oui. Vraiment, c'est vrai, les gens ont mal à comprendre cette pandémie-là. Oui. Surtout au village, les gens ont mal. Quand même tu dis à quelqu'un qu'il faut laver ta main, vraiment, c'est pas là d'abord. Tu vas voir devant le porte des gens, devant la boutique, il y a des seaux, mais personne ne lave sa main, personne ne porte de masque. Mais quand il y a des gens, même quand tu les dis, il faut les laisser en paix, ça c'est politique. Alors c'est maintenant les gens commencent à comprendre ça en paix. Maintenant au village, c'est pas facile, quoi. Il faut que les gens fassent un effort encore pour que vraiment cette pandémie-là parte quitter dans notre pays. Vraiment, vraiment. Alors, en tout cas, c'est notre prière. Surtout disons les jeunes même. Même il y a certaines 40 personnes même ici, certaines 40 personnes même, c'est plus difficile même. Certaines personnes viennent même. Quand tu dis même, moi-même, souvent même les gens ne font pas là. Quand tu trouves les gens regroupés comme ça, et puis ils s'allient n'importe comment, donnent la main, quand tu lui dis, toi-même, ils vont te payer après, non? Il y a certains qui m'ont dit ça hier même. D'accord. Ils vont payer, quand il n'y a pas eu maladie, là, c'est mon salaire. C'est ce que je fais. Merci, bonne émission. Ok. Merci beaucoup, M. Sidibé. En tout cas, on a bien noté, les mesures ne sont pas respectées. Quand vous en parlez, on vous rejette du revers. On va prendre monsieur Jean-Baptiste d'abord, et puis ensuite, on va faire des commentaires groupés. Monsieur Jean-Baptiste d'Abobo Avocatier. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, on vous écoute. Bon, je suis très heureux d'abord pour l'occasion que vous nous donnez pour participer à cette émission. Merci. Parce qu'on entend un peu partout que les gens ne respectent pas les consignes, Je pense que les consignes d'abord là sont comme le respect des consignes est preuve de droit. C'est comme le respect du droit d'autrui. Donc, c'est vu comme une loi. Maintenant, si les gens ne respectent pas, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Les informations qui viennent de nos autorités, ceux qui sont à la gestion de nos pays, souvent, ils parlent, ce qu'ils disent aujourd'hui, demain,
une autre personne vient et dit autre chose. C'est ce qui fait que quelquefois, nous-mêmes, on met en cause ce que on nous parvient comme information. Et puis les réseaux sociaux, ce qui vient sur les réseaux sociaux, là. Bon, il faut qu'il y ait souvent certaines choses pour vraiment démentir ce qui vient des réseaux sociaux. Quand on nous dit souvent que non, cette maladie-là, d'abord même au début, on nous a fait croire que c'est une maladie, c'est un virus qui ne tient pas dans les zones chaudes. Bon, à la suite, on nous dit que non, c'est un faux son. Or, ce sont nos propres autorités qui ont dit ça. À la suite, on nous dit non, c'est un faux son. Non, c'est pas sûr, hein. On n'a pas vu quelque part une autorité nous dire ça. Ça, non, on suit. C'est sur les réseaux sociaux, hein. C'est sur les réseaux sociaux. Les faux sons, on en a vu partout. C'est sur les réseaux sociaux. Voilà, donc j'ai pas encore vu une autorité. Voilà. Allez-y, vous avez une question, monsieur? On nous a toujours dit aussi que ça vient d'abord, ça dit que ce sont les importés, les malades importés. Est-ce que vous avez une question, s'il vous plaît? On a déjà tout ça, on a cerné. On a votre préoccupation, monsieur. C'est pour dire que souvent, quand on dit que les gens ne respectent pas les consignes, moi, je vois qu'il y a des sensibilisations plus à faire. D'accord. Parce que se limiter à là, ça ne suffit pas. Il faut qu'on nous parle concrètement de ce qu'est la maladie. Il y a des informations qui nous manquent. Parce que quand on voit, on nous parle quand on nous parle de la maladie, on a l'impression que c'est quelque chose à négliger. C'est comme les autres mots. Ah, pourtant, le gouvernement montre sérieusement que quelque chose où il y a des morts, quand même, je ne pense pas qu'on s'amuse avec. Il y a des morts. Bon, la tuberculose, il y a des morts. Voilà. Mais quand on nous parle de la maladie, ça donne l'impression que c'est un genre de maladie comme la tuberculose. Donc, nous-mêmes, on a nos... Ce qui est sûr, monsieur là, Jean-Baptiste, vous demandez qu'on mette l'accent sur la sensibilisation. C'est pourquoi on reçoit tous ces acteurs-là en studio pour que chacun vienne nous dire ce qu'il fait de son côté. Puisque ce n'est pas l'affaire du gouvernement seul. Même vous-même qui parlez là, vous aussi, vous avez votre rôle à jouer. Hein. C'est ça. On n'en dit même pas, mais aussi, il y a les moyens. Il y a les moyens aussi pour véritablement... les choses... Les moyens, ce qu'on nous demande de respecter, là, il y a des moyens vraiment qu'il faut avoir. Pour faire ça. Pour pouvoir respecter ça dans les normes. Ok. On a bien noté, monsieur là, Jean-Baptiste. Merci beaucoup d'avoir appelé. Monsieur Dali Gilbert. Oui. Bonjour, vous appelez Doumé. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui, j'appelle Doumé. Oui, on vous écoute, monsieur. Bon, madame, moi, j'ai un cas quand même que je trouve pathétique. Hein. Allô? Oui. Voilà. Le lundi de Pâques, là. Oui. Bon, quand j'ai senti vraiment le signe du coronavirus à moi, oui. Bon, je me suis rendu au CHR de Gaïwa. Bon, arrivé là-bas, j'ai interrogé une infirmière sur l'existence d'un centre d'accueil de traitement. Et elle me dit qu'elle n'a pas connaissance de l'existence d'un tel centre. Alors, j'ai commencé à composer le numéro vert. Oui. Et j'ai eu 143, 101. Du numéro 119. Oui. Bon, j'ai causé avec lui. Et il m'a dit que pour lui, il est aussi étonné. Bon, il va prendre l'information juste que j'ai rappelé. Et j'ai attendu 1 heure de temps. Il n'est plus revenu. Donc, à 13h, il est rappelé. Et puis, j'ai eu un autre conférence qui n'était pas visiblement le premier. Et quand il m'a demandé toutes les coordonnées, je lui ai donné, et puis il m'a dit que bon, il va me mettre en contact avec un médecin. Et il m'a plus rappelé. Je suis rentré dans mon village. Actuellement, j'ai pas tous les signes qui sont indicateurs pour le coronavirus. Je suis en famille au lieu de mes enfants et de mes petits-enfants. Je ne sais pas comment m'adresser à un centre pour être accueilli et puis être traité. D'accord. Vous êtes où, monsieur? À Oumé, vous avez dit? Oui, j'ai dit ça. D'accord. Ce qu'on va faire, vous allez laisser votre numéro hors antenne. C'est ça. Oui. Voilà. Laissez votre numéro, Clémence Cole va noter, et puis hors antenne, on va vous rappeler. D'accord. Ok. Merci beaucoup d'avoir appelé. Et puis portez-vous bien. Ok. On va avoir un temps pour les commentaires. On va prendre rapidement le dernier intervenant, monsieur Kone Brahima. Clémence Cole, prenez son numéro, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur Kone Brahim d'Abobo à Nonkwa, Sodessi. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, on vous écoute, monsieur. Vraiment, je vous appelle de mon quartier Sodessi à Nonkwa, là. Oui.
le couvre-feu est respecté, mais n'est pas respecté par les forces de l'ordre qui doivent mettre de l'ordre. Quand ils viennent, ils sont en patrouille par rapport au couvre-feu. Oui. Il y a des maquis même où ils vont s'asseoir pour boire eux-mêmes. Ils font le show jusqu'au petit matin. Et dans ces maquis-là, même dans la journée comme la nuit, il y a l'ambiance. Les gens sont autour des tables, des bouteilles, en train de boire comme s'il n'y avait rien. Donc vraiment, il faut trouver une solution à ça. Il faut que les autorités trouvent une solution à ça. D'accord. C'est bien noté. Merci. Merci, M. Kone Brahim. Dabobo Anonkwa Sodesi. OK. On a eu beaucoup de réactions. Hein. C'est ça. Voilà. Ça engendre tellement de... Je ne dirais pas de passion, mais c'est une réalité. Hein. Les gens vivent des choses et tout ça. Alors, on a malheureusement terminé. Le temps est on va aller rapidement. Voilà. Alors, il faut savoir que les mesures barrières sont quand même respectées. Voilà, à 70%. Au début, je disais ici sur ce même plateau que le milieu du transport ne respectait pas, etc. etc. Aujourd'hui, quand vous n'avez pas de masque, vous ne pouvez pas accéder à un bus ou à un baka. Là, c'est fait. Si vous n'avez pas de masque également, vous ne pouvez pas accéder aussi à une boutique, un magasin et autres. Et devant chaque ménage, il y a déposé des seaux pour le lavage des mains. Il faut reconnaître que c'est quand même respecté. Il y a du travail qui a été fait. Mon grand frère, d'habitude, Kone Mamadi, qui est en ce moment même à Korogo, qui me dit que à l'entrée de la ville de Korogo, il a installé le dispositif pour le lavage des mains et puis comment on appelle, des thermomètres à laser. Voilà, électronique pour prendre la température des gens. Également aussi à l'entrée de Katiola. Donc ça veut dire que même dans le fin fond de la Côte d'Ivoire, c'est quand même respecté. Vous voyez. Mais ça demande qu'on fasse encore plus d'efforts et plus de vigilance. J'ai dit ici, quand vous voyez des comportements à risque, il faut signaler. Quand on ne signale pas, il n'y a pas vraiment de correction. Donc, il faut signaler. Vraiment. Merci beaucoup. On prend en même temps votre mot de fin. Voilà. Mon mot de fin, c'est je m'adresse quand même aux autorités sanitaires de penser au centre antituberculeux. Comme on l'a dit, il y a des malades qui peuvent nous passer de travers sans qu'on ne puisse les détecter. Parce que nous n'avons même pas le thermomètre à laser. Et le dispositif qui est là, c'est un dispositif qui est très vieillissant. Et pour le gel de main, nous sommes obligés, le directeur est obligé de payer... De mettre la main à la poche. Voilà. Comme tous les agents d'ailleurs. Donc, il est important que les autorités sanitaires pensent à nous. D'accord, voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup d'être venu, M. Kamaraté. On vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, bientôt. Alors, on va conclure avec la FEMAGESI. Président Nyamke, Miss Madou. Oui, président. Miss Madou, un mot avant de terminer le président. D'accord. Donc, en ce qui me concerne, je pense que nous allons encore accentuer sur la sensibilisation. Parce qu'il y a un auditeur qui disait tout à l'heure que c'est vrai que la sensibilisation est faite, mais il y a des personnes qui ne sont vraiment pas touchées. Donc, cette maladie-là nous limite aussi dans les actions terrain. Du coup, la plus grande partie de la communication se fait en ligne. Mais on va aussi essayer de repenser l'autre partie, cette population qui n'est pas touchée. Pouvez-vous me donner la page sur laquelle vous faites passer les informations pour les jeunes? FEMAGESI. Oui. FEMAGESI. Épelé pour ceux qui... FEMAGECI. D'accord. Donc, si un jeune tape ça... Il peut avoir les vrais sons. Les vrais sons. D'accord. Merci beaucoup, Miss Madou. Oui. Merci beaucoup. Président, on termine avec vous. Voilà, moi je tiens à encourager toutes ces personnes qui sont intervenues et surtout qui ont relaté les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Voilà, en tout cas, nous compatissons à leurs difficultés, à leurs besoins. Et je crois que nos autorités essaient de faire ce qu'elles peuvent dans la mesure du possible. Mais en même temps, moi, je suis d'accord avec le fait que quand dans une localité, vous constatez des irrégularités, il faut effectivement appeler. Et il y a même des numéros qui ont été donnés par le ministère et tout cela. Donc, moi, je conseille à ces personnes-là
si elles sont rentrées en contact avec les centres sanitaires de leur localité qui n'ont pas eu de suite favorable, qu'elles essaient aussi de remonter en appelant ces numéros. Voilà, elles pourront nécessairement avoir une oreille attentive. Je voudrais nous encourager tous à faire ce combat afin que d'ici les temps à venir, nous puissions avoir des résultats satisfaisants, des nouvelles satisfaisantes, et comme quoi, nous pouvons tous reprendre nos occupations habituelles et tout cela. Mais je pense que au-delà de cela, il y a quand même des habitudes qui vont rester. Désormais, apprendre à se laver régulièrement les mains, et bien se laver les mains. Et pourquoi pas même à certains endroits, utiliser un masque chirurgical pour éviter certaines choses. Je pense que ce sont des habitudes quand même qui vont rester pour la plupart. Vraiment. Voilà. Merci beaucoup, Président Emmanuel Niamké. Vous êtes le président national de la FEMAGESI. Vous étiez avec la responsable à la communication de la FEMAGESI et superviseur général du projet Comme Veille FEMAGESI Covid-19, Christelle Madou. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup d'être venus parler au nom des jeunes de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Président Kamaraté Mamadou. On a été vraiment très heureux de vous avoir eu en ce studio pour parler de la contribution des organisations de la société civile contre le Covid-19. En tout cas, merci pour toutes les actions que vous menez, pour sauver des vies surtout. Demain, on parlera de tabagisme et Covid-19 avec M. Thio Daniel de la Croix-Bleue. Soyez avec nous. Clémence Cole était à la mise en onde de cette émission. Bintou Sanogo était au micro. On vous retrouve demain par la grâce de Dieu. Tu ne passeras jamais par moi. Coronavirus. Jamais pas moi. Je te dis, jamais pas moi. Coronavirus. Si c'est moi qui ai d'abord te propager, tu as joué bidé. Avec moi, tu as joué zéro. Coronavirus. Avec moi, asanya mamile. Akoto moi, asanya mamile. Auna moi, asanya mamile. Coronavirus. Je connais déjà ton médicament. Mes autorités me l'ont déjà donné. Tu n'es pas mon coro. Plutôt, tu es mon pépéro. Tu fais déjà des victimes en Europe. Mais mon Afrique te dit stop, stop. Mon pays te dit stop, stop. La Côte te dit stop, stop. Coronavirus, Azanya Mamile. Affaire-moi, Azanya Mamile. Corona de la belle. La Côte d'Ivoire, t'as déjà vécu. Corona de la belle. La Côte d'Ivoire, t'as déjà vécu. J'ai plus de Président Hippolyte Desagota. Il faut leur parler, frère. C'est pas du jeu. Rissa Ganami. Rissa Ganami. Rissa Ganami.